Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le résumé détaillé en avance de l'épisode 495 de Plus belle la vie, encore plus belle, un épisode d'une intensité rare, où l'angoisse devient omniprésente et où chaque minute qui passe rapproche un peu plus les personnages du Mistral de l'irréparable. Dans cet épisode sous très haute tension, Luna est totalement désemparée. Martin a disparu, le silence est insoutenable, et l'absence de réponse alimente une peur de plus en plus envahissante. Incapable de rester passive, elle se lance dans une course contre le temps, multipliant les initiatives pour tenter de retrouver l'adolescent. Mais derrière cette mobilisation désespérée se cache un secret lourd à porter, un non-dit qui l'isole davantage et accentue sa détresse. L'espoir est fragile, suspendu à la moindre information. Pendant ce temps, l'enquête policière bascule brutalement. Une annonce glaçante tombe au commissariat, un corps a été retrouvé. Peu d'éléments pour l'instant, si ce n'est une certitude terrifiante, il s'agit d'un jeune. Très vite, la peur s'installe. Et si le pire venait de se produire ? Pour Idriss et Stanislas, envoyés sur place, chaque pas vers la scène de découverte est chargé d'une tension extrême. Sur les lieux, les premiers indices émergent, lourds de conséquences, laissant entrevoir une violence qui dépasse largement une simple disparition. Au fil des constatations, la vérité commence à se fissurer, révélant peu à peu un engrenage criminel inquiétant. Les certitudes s'effondrent, les pistes se croisent, et l'affaire prend une ampleur inattendue. Martin n'est peut-être plus seulement un adolescent en fuite, mais une pièce centrale d'un puzzle bien plus sombre, où chaque retard peut s'avérer fatal. En parallèle, un autre combat se joue loin des sirènes et des rubans de sécurité. Acculée par le scandale, Vanessa Kepler voit son monde professionnel se désagréger. Évincée, isolée, confrontée aux conséquences directes de l'affaire Octalie, elle refuse pourtant de céder. Derrière une façade de contrôle, la colère gronde. Pour elle, il ne s'agit plus seulement de survivre à la tempête, mais de reprendre le pouvoir et de faire payer ceux qui l'ont précipitée dans cette chute publique. Entre disparitions inquiétantes, enquêtes sous pression, secrets pesants et règlements de comptes à venir, cet épisode 495 marque un tournant majeur. Les lignes bougent, les masques tombent, et l'équilibre déjà fragile du Mistral menace de s'effondrer à tout instant. Installez-vous confortablement, car ce qui vous attend aujourd'hui n'est pas un simple résumé, mais une plongée au cœur d'un épisode où la peur, l'espoir et la colère s'entremêlent dangereusement. Voici le résumé complet et détaillé de cet épisode 495, plus tendu que jamais. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, l'angoisse atteint un niveau critique et plonge Luna dans un état de détresse absolue, tandis que l'enquête bascule vers une hypothèse redoutée par tous. Luna Torres est totalement désemparée. Ne sachant plus quoi faire pour retrouver Martin, elle prend une initiative désespérée. Elle fait imprimer des fiches de disparition avec sa photo et les informations essentielles, puis les apporte à Aya et à Thomas Marcy. Elle leur demande de les diffuser le plus largement possible, dans les rues, les commerces et les lieux de passage de Marseille. Chaque affiche devient pour elle une mince lueur d'espoir, une tentative de plus pour ne pas sombrer. Malgré cette mobilisation, Luna garde un lourd secret. Elle n'a pas eu le courage de parler à Rudy du signalement officiel concernant Martin, ni du fait qu'il reste introuvable. Elle craint sa réaction, redoute d'ajouter encore de l'angoisse à l'angoisse, et se sent profondément seule face à cette situation qui lui échappe complètement. Pendant ce temps, au commissariat, l'inquiétude prend une tournure dramatique. La procureure informe Patrick Nebou qu'un corps vient d'être retrouvé. Les premières informations sont extrêmement limitées, mais suffisantes pour faire frémir. Il s'agit d'un jeune. Rien de plus pour l'instant. L'annonce tombe comme un coup de massue, faisant immédiatement craindre le pire. Le légiste procède aux premières constatations sur place afin de recueillir des éléments permettant d'identifier la victime et de déterminer les circonstances de la mort. Chaque détail compte, chaque minute devient cruciale. Sans attendre, Idriss Salem et Stanislas sont envoyés sur les lieux de la découverte. La tension est maximale. Tous redoutent que cette macabre découverte soit liée à la disparition de Martin. Entre une Luna brisée par l'angoisse, une mobilisation citoyenne qui s'organise et une enquête policière qui s'assombrit brutalement, le Mistral retient son souffle.
L'espoir vacille, suspendu au résultat de l'identification et aux prochaines révélations, alors que la peur de l'irréparable devient de plus en plus palpable. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, l'enquête progresse sur un terrain particulièrement sensible, où chaque détail peut faire basculer l'espoir vers l'horreur. Sur les lieux de la macabre découverte, Charlotte, de la Pointe, est déjà à l'œuvre. Méthodique et concentrée, elle informe Idriss Salem qu'elle a procédé à un relevé complet d'empreintes. Les premiers éléments matériels commencent à émerger. Une pelle a été retrouvée à proximité du corps, suggérant une tentative d'ensevelissement. Selon les premières constatations, la victime aurait reçu un coup violent à l'arrière du crâne, un geste brutal qui laisse peu de place au doute sur l'intention criminelle. La tension est palpable, notamment chez Idriss, dont l'inquiétude est visible. Stanislas s'approche alors du corps pour une identification visuelle plus précise. Le moment est lourd, suspendu. Après quelques instants, il revient vers Idriss et prononce les mots que tous espéraient entendre. Ce n'est pas Martin. Ce constat apporte un immense soulagement, même s'il ne dissipe pas l'horreur de la situation. Stanislas tente de rassurer Idriss, conscient de la charge émotionnelle qui pèse sur lui depuis la disparition de l'adolescent. Il ajoute qu'il pourrait s'agir d'un ouvrier, une hypothèse cohérente au vu des éléments retrouvés sur place et du contexte du crime. Si cette découverte éloigne, pour l'instant, le spectre du pire concernant Martin, elle ouvre néanmoins une enquête criminelle d'ampleur. Un meurtre a bien eu lieu, dans des circonstances violentes, et où les responsables courent toujours. La menace demeure, diffuse, inquiétante. Au Mistral comme au commissariat, le soulagement reste fragile. Martin est peut-être encore en vie, mais le danger, lui, est bien réel. Et plus l'enquête avance, plus il devient évident que cette affaire dépasse largement une simple disparition, entraînant les personnages dans une spirale où la vérité pourrait encore se révéler plus sombre qu'ils ne l'imaginent. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, l'enquête connaît une avancée capitale, tandis qu'un autre front s'ouvre pour Vanessa, cette fois sur le terrain académique. Le téléphone de Simony a enfin borné. Sans perdre une seconde, Idriss Salem et Stanislas se rendent sur place. Sur les lieux, ils découvrent une camionnette et un téléphone abandonné. Très vite, l'évidence s'impose. C'est la fameuse camionnette dans laquelle Martin était dissimulé lorsqu'il a été témoin des 2 meurtres. La découverte est lourde de sens. Elle relie enfin la disparition de Martin à la scène criminelle et confirme qu'il a été plongé malgré lui au cœur d'un engrenage mortel. La Pointe est immédiatement sollicitée pour effectuer des prélèvements. Chaque trace compte empreintes, fibres, résidus. L'objectif est clair: établir des liens, identifier les responsables et comprendre jusqu'où va la chaîne de violence. Pour Idriss et Stanislas, cette camionnette devient une pièce maîtresse du puzzle, susceptible de faire basculer l'enquête dans une phase décisive. Sur un tout autre registre, Vanessa Kepler encaisse un revers cinglant. Elle ne donnera plus de masterclass à la faculté. Le doyen a cédé à la pression. Incapable d'assumer la polémique, il met un terme à sa collaboration avec elle. Pour Vanessa, c'est une éviction brutale, vécue comme une lâcheté institutionnelle. Son passage à la fac est terminé, sans débat ni soutien affiché. Vanessa l'annonce elle-même à Thomas Marcy. Amère, elle ajoute que son remplaçant ne vaut rien à ses yeux. Selon elle, il s'agit d'un simple expert en e-commerce, loin du terrain, loin des réalités du leadership et de la prise de décision qu'elle défendait. Cette remarque, teintée de mépris et de déception, révèle combien Vanessa se sent trahie et dépossédée de son espace d'expression. Ainsi, pendant que l'enquête policière se resserre autour d'indices concrets et inquiétants, Vanessa voit une autre porte se refermer. 2 univers différents, mais une même logique de rupture. Au Mistral, les certitudes continuent de voler en éclats, et chaque découverte, chaque décision, rapproche un peu plus les personnages d'un point de non-retour. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, une scène en apparence anodine au Mistral prend une dimension plus intime, mêlant maladresse, transmission et souvenirs chargés d'émotions. Sur la place du Mistral, Blanche Marcy se saisit de l'appareil photo qu'Hector lui a laissé. Curieuse et un peu maladroite, elle commence à prendre des clichés de Noémie et Vadim, sans leur demander leur accord. Le geste se veut spontané, presque innocent,
mais il ne passe pas inaperçu. Vadim réagit aussitôt. Il lui fait remarquer calmement que ce genre de photo ne se prend pas sans consentement. Le ton n'est pas agressif, plutôt pédagogique. Blanche réalise sa maladresse et s'en excuse. L'échange aurait pu s'arrêter là, mais Vadim change de posture. Voyant l'appareil entre ses mains, il reconnaît immédiatement un matériel de qualité et se laisse gagner par l'envie de partager son savoir. Il prend alors le temps de montrer à Blanche les réglages essentiels. Ouverture, sensibilité, mise au point. Il lui explique comment ajuster l'appareil pour obtenir des images plus harmonieuses, mieux exposées, plus flatteuses. Peu à peu, la gêne disparaît, remplacée par une forme de complicité simple et bienveillante. Vadim ajoute un détail qui interpelle Blanche. Selon lui, cet appareil a servi pour des prises de vue nocturnes. Une information qui résonne immédiatement en elle. Elle comprend que ce boîtier n'est pas un simple objet, mais un prolongement du regard d'Hector, de sa sensibilité, de ses errances peut-être. Touchée, Blanche leur parle alors d'Hector. Elle explique que c'est lui qui lui a laissé cet appareil, comme un héritage discret, presque symbolique. Derrière cet objet se cache une histoire, un lien, une présence qui continue d'exister à travers ce qu'il a touché et utilisé. Cette scène, douce et feutrée, montre comment un simple appareil photo peut devenir un pont entre les générations, entre le passé et le présent. Au Mistral, même les gestes les plus ordinaires portent souvent une charge émotionnelle inattendue, révélant que les objets, comme les souvenirs, n'arrivent jamais par hasard. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, deux scènes très différentes mettent en lumière, l'une, une transmission sensible et presque poétique, l'autre, la chute brutale d'un empire fragilisé par le scandale. Sur la place du Mistral, l'échange entre Vadim et Blanche Marcy prend une tournure inattendue. Vadim confie à Blanche sa vision de la photographie. Pour lui, faire de la photo ne se résume pas à une technique ou à un cadre parfait. Il explique que c'est avant tout saisir l'instant, capter une émotion fugace, attraper ce qui ne se répétera jamais exactement de la même façon. Ces mots résonnent profondément chez Blanche, sensible à cette approche presque artistique, instinctive, très humaine. Lorsque Vadim prend une photo d'elle, Blanche est surprise par le résultat. Elle s'y reconnaît, sans artifice, avec une sincérité troublante. Touchée, elle lui dit qu'il a du talent. Ce compliment n'est pas anodin. Il valide non seulement son regard, mais aussi sa capacité à voir au-delà des apparences. L'appareil laissé par Hector devient alors un vecteur de transmission, un objet qui continue de faire circuler des émotions et des regards, bien après son absence. À l'opposé de cette parenthèse délicate, l'ambiance est bien plus lourde du côté de Vanessa Kepler. Des scellés ont été apposés à l'entrée de son bureau. Le symbole est fort. Ce lieu de pouvoir, de décision et de contrôle est désormais fermé, figé, comme mis sous silence par la procédure judiciaire liée à l'affaire Octali. La réalité de la situation devient impossible à nier. Ulysse Kepler annonce alors à sa mère une nouvelle particulièrement douloureuse. Un client important s'est retiré, directement à cause de cette affaire. Les conséquences ne sont plus seulement juridiques ou médiatiques. Elles sont désormais concrètes, économiques, et menacent l'équilibre de tout ce qu'elle a construit. Pour la première fois depuis longtemps, Vanessa laisse tomber l'armure. Elle s'excuse auprès de son fils. Elle lui dit qu'elle est désolée pour tout ce que cette situation lui fait subir. Ce moment de vulnérabilité révèle une femme dépassée par une machination qu'elle ne maîtrise plus, consciente que ses choix et sa réputation rejaillissent désormais sur ce qu'elle aime. Entre la naissance d'une reconnaissance artistique au Mistral et l'effondrement silencieux d'un pouvoir autrefois incontesté, ces scènes illustrent une vérité constante dans la série. Tout peut basculer très vite. Un regard peut révéler une émotion, comme une affaire peut détruire une carrière. Et au milieu de ces contrastes, ce sont toujours les liens humains qui portent le plus lourd poids. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, la détermination glaciale de Vanessa refait surface, tandis qu'une confrontation inattendue vient raviver son goût du défi. Face à Ulysse Kepler, Vanessa Kepler laisse éclater une colère froide, maîtrisée mais redoutable. Elle affirme avec une certitude implacable que le jour où elle mettra la main sur la personne qui l'a piégée, les conséquences seront terribles.
Derrière cette phrase se cache toute la violence d'une femme acculée, humiliée publiquement, mais loin d'être vaincue. Pour Vanessa, il ne s'agit pas seulement de se défendre, mais de reprendre le contrôle et de faire payer ceux qui ont orchestré sa chute. Un peu plus tard, dans ce même bureau désormais chargé de tension, Thomas Marcy vient la trouver. Sans détour, il lui confie que le professeur qui l'a remplacé à la faculté est, selon lui, complètement à côté de la plaque. Il n'y trouve ni vision, ni exigence, ni cette rigueur qu'il avait tant marquée dans les cours de Vanessa. Thomas va plus loin. Il lui avoue qu'il aimerait bénéficier de cours particuliers. Ce qu'il recherche, ce n'est pas un enseignement académique classique, mais ce qu'il appelle la méthode Kepler. Une approche directe, exigeante, ancrée dans le réel et la prise de décision. Vanessa l'écoute, sceptique. Fidèle à son franc-parler, elle le coupe net. Selon elle, Thomas n'a tout simplement pas le niveau. La phrase est sèche, presque brutale, volontairement provocante. Elle teste sa résistance, son ego, sa capacité à encaisser. Beaucoup auraient reculé. Mais Thomas ne se démonte pas. Au contraire, il relève le défi. Il lui répond simplement de le tester. Pas d'excuses, pas de justification. Juste cette demande frontale, qui surprend Vanessa autant qu'elle l'intrigue. Derrière l'assurance de Thomas, elle perçoit une vraie motivation, une volonté d'apprendre et de se dépasser, loin de toute flatterie. Cette confrontation marque le début possible d'un rapport inédit. Entre une femme de pouvoir prête à tout pour reprendre sa place et un homme déterminé à évoluer coûte que coûte, l'étincelle est là. Reste à savoir si Vanessa acceptera de transmettre son savoir, et si Thomas sera capable de supporter l'exigence implacable de la méthode Kepler. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, l'enquête franchit un cap décisif et confirme les craintes les plus lourdes des enquêteurs. Ce que tout le monde redoutait commence à se dessiner noir sur blanc. Le rapport d'autopsie établi par Charlotte vient de tomber. Les résultats sont sans appel et font l'effet d'un électrochoc. Sur la scène du crime, les empreintes de Nabil Slimani, ressortissant tunisien sans papier, ont été formellement identifiées. Un premier nom, déjà lourd de conséquences, qui oriente l'enquête vers un réseau plus sombre et potentiellement structuré. Mais ce n'est pas tout. Les analyses révèlent également la présence des empreintes de Martin Torres, connu des services pour de la petite délinquance. Cette information fait l'effet d'un coup de massue. Elle confirme que Martin ne s'est pas seulement retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Il a été physiquement présent sur une scène liée à un homicide. Face à ces révélations, Stanislas et Idriss Salem n'ont plus de doute possible. Les deux affaires que tout le monde tentait encore de dissocier sont désormais clairement liées. La disparition de Martin, les meurtres, la camionnette, le téléphone retrouvé, tout converge vers un même engrenage criminel. Cette confirmation change radicalement la nature de l'enquête. Martin n'est plus seulement un adolescent en fuite ou un témoin fragile. Il devient une pièce centrale d'un dossier criminel majeur, pris au cœur d'une mécanique qui le dépasse totalement. Pour Idriss, l'enjeu est désormais double: retrouver Martin vivant et comprendre précisément son rôle dans cette affaire avant que les responsables ne cherchent à faire disparaître le dernier témoin gênant. Au commissariat, le temps presse. Chaque heure compte. Les certitudes s'effondrent, les pistes se croisent, et la vérité, plus sombre encore que prévu, commence à émerger. Une chose est désormais certaine: les conséquences de cette affaire vont dépasser largement ce que le Mistral a connu jusqu'ici. Ainsi se referme cet épisode 495 de Plus belle la vie, encore plus belle, marqué par une tension constante et des révélations qui changent durablement la trajectoire des personnages. Si le pire a, pour l'instant, été évité concernant Martin, l'ombre qui plane sur sa disparition est loin de s'être dissipée. Bien au contraire. Les indices s'accumulent, les liens se resserrent, et l'enquête prend désormais une dimension bien plus sombre et dangereuse qu'une simple fugue. Pour Luna, le répit est fragile. L'angoisse ne disparaît pas, elle se transforme. Chaque minute qui passe renforce l'urgence de retrouver Martin avant que ceux qui ont tout intérêt à le faire taire ne passent à l'acte. Le soulagement n'est qu'apparent, suspendu à une vérité encore incomplète, et la peur de l'irréparable reste omniprésente. Du côté de la police, plus personne ne peut ignorer l'ampleur de ce dossier.
Les éléments découverts confirment que plusieurs affaires sont désormais intimement liées, et que Martin se retrouve au cœur d'un engrenage criminel qui le dépasse totalement. Le temps joue contre les enquêteurs, et chaque faux pas pourrait avoir des conséquences dramatiques. Parallèlement, la chute de Vanessa Kepler ouvre un autre front, tout aussi explosif. Humiliée, isolée, mais loin d'être brisée, elle laisse entrevoir une détermination glaciale. Derrière les portes closes et les silences lourds de sens, une riposte se prépare. Et lorsque Vanessa décide de contre-attaquer, personne ne peut vraiment prédire jusqu'où elle est prête à aller. Entre espoirs fragiles, menaces invisibles et rapports de force prêts à exploser, le Mistral entre dans une zone de turbulence dont personne ne sortira indemne. Les prochains épisodes s'annoncent décisifs, et une chose est certaine, la vérité n'a pas encore livré son dernier mot. Merci d'avoir suivi ce résumé avec nous. Si vous souhaitez rester informé des prochaines révélations, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager votre analyse en commentaire. On se retrouve très vite pour la suite de Plus belle la vie, encore plus belle.